Et l'heure de notre débat, notre grand débat, intitulé « Le vent des réformes redonne-t-il la forme aux entreprises ?» Et oui, déjà un an de présidence macronienne, qui s'est rappelé à notre souvenir hier, avec un objectif évidemment, la bonne santé de l'économie française et un vent de réformes, un flux de réformes. Alors, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que ces réformes vont bénéficier à l'économie en général et à celle qui nous intéresse ici? C'est ce que nous allons voir et nous allons accueillir, pour commencer, quelqu'un qui a un œil, toujours une vision acérée et qui est réputé pour ne pas pratiquer la langue de bois. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Sophie de Menthon. Bonjour, vous allez bien? C'est un plaisir de vous avoir. Je vais vous laisser vous installer du côté du salon. Alors Sophie, prenez le temps de vous installer, je vous en prie. Avant que nos autres intervenants nous rejoignent, je vais juste garder ce petit fauteuil là pour moi. Voilà. Donc je disais en introduction, c'est vrai, on vit, les députés le disent, certains tirent la langue, on a déjà eu d'ailleurs ce matin une députée qui était en séance très tard hier soir, qui retourne ce soir. Il y a un rythme de réforme, un flux, un flot de réforme. Je sais que vous défendez l'entreprise, ça fait 10 ans que vous dirigez Éthique, vous défendez brillamment ce métier d'entrepreneur qui est un beau métier. On a un entrepreneur à la tête du pays. Heureuse? Très heureuse. Je vous connais. Très heureuse du choix d'Emmanuel Macron. Et c'est assez intéressant parce que pendant les élections, j'ai souvent répondu quand on posait la question, mon cœur balance. Il y avait le programme de Fillon qui était exceptionnel. Au niveau du contenu, il avait vraiment travaillé ce programme. Et j'étais très séduite par Emmanuel Macron, par une nouvelle façon de penser, d'aborder les choses, un nouveau rapport à la politique, une prise de risque d'entrepreneur. Et dès le départ, j'y ai vraiment cru. Donc oui, c'est une année qui est assez fascinante. Alors, un rythme effréné, oui, sauf que malheureusement, il y a des freins. C'est effréné, c'est-à-dire qu'il a balayé à peu près tous les sujets qui nous concernent, il met les pieds dans le plat régulièrement, mais il y a quelque chose qui m'ennuie beaucoup et qu'il n'a pas attaqué, et je pense que c'est fondamental, il n'a pas attaqué notre technostructure. Et quand je dis notre technostructure, ça veut dire que je l'ai vécu. Le directeur de cabinet d'Agnès Buzyn, qui est un type formidable, a juste été le directeur de cabinet pendant 5 ans de la précédente ministre du Travail. Je veux dire que c'est quelque chose quand même d'assez symbolique en France. On a des énarques formidables. La qualité de Bercy nous est enviée dans le monde entier. Je pense que personne ne les voudrait, mais on nous les envie dans le monde entier. Et on a toutes ces compétences formidables et une technostructure qui s'empile. C'est un millefeuille effroyable. Et nous, entrepreneurs, et je ne pense pas que je serai démentie, nous, entrepreneurs, nous disons que rien ne peut changer si on ne donne pas un vrai coup de pied dans la fourmilière. Aux États-Unis, ils ont le spoil system. Et le spoil system, ça a quelque chose de bien. Il y a des hommes nouveaux qui viennent la plupart du temps d'ailleurs de l'entreprise ou qui ont eu du boulot. Nous, les gens qui nous gouvernent, ils n'ont pas mis les pieds dans une boîte. Alors, mais Macron a quand même pris, le président Macron a pris des experts autour de lui, mais c'était même la caractéristique du gouvernement. On ne connaissait pas vraiment ils venaient de. Ce sont des gens qui ont une expertise. Mais vous dites, derrière, l'administration, chef de cabinet, etc., c'est les mêmes finalement, interchangeables. C'est les mêmes. On a reçu à Éthique Bruno Le Maire il y a 3 jours. Oui. Donc il était devant 200 chefs d'entreprise, on posait les questions. C'était un discours parfait, c'était un discours assez lisse. Et alors je lui dis, mais est-ce qu'il y a un ministre à la tête de l'administration? Il me dit, mais je suis à la tête de mon administration et je lui fais confiance. Mais c'est terrible de faire confiance à Bercy, parce qu'il y a un mode de pensée, une technicité qui fait qu'on ne peut pas avancer. Je veux dire, les choses mettent un temps fou. Rythme effréné, oui. Alors peut-être que les députés sont fatigués, mais on avance avec... je ne voudrais pas être pessimiste, on n'accouche pas d'une souris, mais enfin, tout ça pour ça. Les ordonnances travail, quand même, ça a été un signal... C'est un signal formidable. Non mais attendez, j'ai rien à dire. Oui. Je pense que si Macron n'y arrive pas, personne n'y arrivera. Parce qu'il a cette volonté. Il a le charme pour le faire, le charisme. Il a... Alors bon, on commande quand même hier
beaucoup d'entre vous ont dû voir le petit passage où vous dit, mais enfin, tout ce pognon pour arriver à rien. Oui, c'était de la communication, hein, puisque c'est lui qui diffusait ça sur ses réseaux sociaux. C'était son opération de communication. Ça voulait dire aussi, je parle. Mais la communication, c'est fondamental. Si nous ne communiquons pas avec ce type de mots qui met les pieds dans le plat, on n'y arrivera pas. Ah, donc vous étiez pour ce. Ah ben totalement. Oui. Totalement. Je veux dire qu'on parle tous comme ça. Tous, nous avons, on est désespérés de voir la pauvreté qui se maintient, les gens qui ne reprennent pas du boulot, et on a tous envie de dire, mais tout ce pognon et on n'y arrive pas. C'est ce que tout le monde aurait dit. Ça n'a rien de vulgaire, rien de scandaleux. Je crois que c'était un cri du cœur. Donc oui, c'était de la com, sauf que c'était ce qu'il pense au plus profond de lui-même. Alors est-ce que c'est de la com à ce moment-là? En tout cas, ça a permis de braquer les projecteurs sur l'événement qui avait lieu hier et qui me ramène le congrès de la mutualité. Vous vous intéressez à Silver Economy, à ce secteur du grand âge dont on parle ici depuis ce matin? Totalement. Je félicite le CINERPA. Je suis très flattée qu'ils soient membres adhérents du mouvement éthique, ce qui prouve leur attachement à l'éthique. J'ai ma mère qui a fini sa vie dans un EHPAD, entourée de gens merveilleux. Avec les dysfonctionnements classiques qu'il peut y avoir. Il n'y a personne le dimanche matin. Enfin bon, des trucs qu'on rencontre dans toutes nos boîtes. J'ai beaucoup lutté contre l'image qu'on peut donner. On imagine qu'ils sont tous maltraités, que ça ne va pas du tout, qu'ils sont mal nourris, etc. Alors évidemment, il y a d'immenses inégalités, mais moi je donne un coup de chapeau à un personnel qui est un dévoué, que j'ai vraiment vécu, visité, etc. Et oui, je m'intéresse beaucoup à ça. Alors, d'une part, parce qu'on est tous confrontés à ça, c'est dur à voir d'ailleurs, parce que c'était gai le petit film, enfin on n'a pas envie d'y être tout de suite quand même. C'est bien. Et d'autre part, c'est un secteur d'activité. C'est un secteur d'activité et il faudrait, j'ai envie de dire, de façon un peu provocante, que moins l'État s'en mêle, mieux ça vaut. Qu'il crée l'environnement satisfaisant pour ça, qu'il, je dirais, baisse le coût du travail, qu'il facilite peut-être les horaires, les emplois, etc. Mais qu'on arrête le parsemage, on dit, non ? Le fait de parsemer des aides, de vouloir s'emparer d'un sujet, de penser qu'ils savent mieux que les professionnels. Donc ça, c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui ce qui se passe à un salon comme ça, de voir aussi bien l'alimentation qui est distribuée, de voir tous les progrès qui sont faits, de voir à la fois des associations mais qui sont très autonomes. On s'y intéresse énormément, c'est une question d'éthique, c'est notre avenir, c'est presque, ça a été dit tout à l'heure, presque les migrants de demain. Il faut s'occuper d'eux et ce sont nos parents. Parfait. Je sais que vous avez une collection chez Gallimard. Vous avez déjà fait cette collection jeunesse, Gallimard Jeunesse. Vous avez raconté les enfants, la police, la politique, la justice, l'Europe, les seniors bientôt. Tiens, c'est une bonne idée ça. D'abord, j'appellerais pas ça senior parce que les enfants. Justement, moi j'avais commencé, je vais écrire les vieux. Mais non, c'est pas vendeur. Vous avez dit les vieux. Alors, on a peur des mots. C'est une société. Alors, justement, à propos de Macron et tout ça est important. Dès qu'il y a un problème, on change le mot. C'est-à-dire qu'il y a un terme générique pour les migrants. Avant, il y avait des émigrés, il y avait des réfugiés politiques, il y avait des émigrés économiques, il y avait des réfugiés climatiques. Maintenant, c'est terminant, il y a des migrants. Donc, les vieux, on n'ose pas. Le quatrième âge, bon. Les seniors. Silver Economy, ça fait pas mal parce que... c'est difficile. Moi, je suis pour utiliser les vrais mots. Il y a les grands-parents pour les enfants. Si j'écrivais quelque chose, ce serait les grands-parents. Ce ne serait pas les seniors. C'est avant tout des parents. Merveilleux, formidable. Merci beaucoup pour cette introduction. C'était un plaisir d'échanger avec vous. On va élargir à nos autres intervenants. Je demande à Christelle Martin, déléguée générale du groupement des professions de service, de venir me retrouver. Jean-Alain Margary, le président du CINERPA, qu'on a entendu ce matin. Christine Jandel, présidente du groupe Colisée. Agnès Firmin-Lebaudot, qu'on a écouté aussi ce matin dans les débats. Merci de nous rejoindre. Et puis, Michel Guilbault, directeur général du MEDEF. Et Jean-Eudes Duménil, qui vont s'installer à la table haute. Messieurs, bienvenue. Installez-vous. Et Jean-Eudes Duménil, qui est secrétaire général de la CPME. Alors, comme ce matin, je vais demander votre... Bonjour, bienvenue, vous êtes le président, vous êtes mis au milieu d'une table ronde où il y a... Ben oui, non, c'est pas la parité, on va avoir des ennuis. À l'envers.
Oui, alors comme ce matin, un tour de table, si vous voulez, général. Votre ressenti par rapport à cette première année, une année macronienne. Oui, oui, Président. Vous d'abord, sur ces réformes, ce rythme, ce tempo qu'on a évoqué à l'instant avec Sophie. Bah écoutez, je partage assez la vision de Madame de Menthon là-dessus. C'est sûr qu'on a senti un vent nouveau. Moi, j'ai beaucoup apprécié le casting quand même. J'ai trouvé effectivement, et on a trouvé au CINERPA, les bonnes personnes au bon endroit. Et j'allais dire, quels que soient les ministères ou les administrations auxquelles on a eu affaire, que ce soit au ministère du Travail, au ministère de la Santé, que ce soit sur les territoires, on a eu chaque fois en face de nous des gens qui maîtrisaient leur sujet. Alors on était d'accord ou pas forcément d'accord avec leur position, mais le casting global a quand même été un bon casting. Alors, donc voilà, oui. Satisfait global d'un point de vue général. Ensuite, des avancées, il faut quand même le reconnaître. Tout n'est pas parfait, vous avez raison. Des ordonnances travail qui sont allées dans le bon sens. Bon, là, ça hoquette un petit peu sur le financement de la dépendance ou de la perte d'autonomie, mais au fond, c'était pas prévu. C'est ce que j'ai rappelé ce matin. Oui, tout à fait. C'était pas au programme du quinquennat. Tout à fait. Donc bon, on verra. Mais voilà, satisfait global, me semble-t-il, quand même. Parfait. Votre voisine, Christine Jandel, vous êtes présidente du groupe Colisée. Oui, Agnès, je vais revenir vers vous tout à l'heure, mais comme ce matin, vous nous avez dit que vous avez beaucoup souffert à l'Assemblée, que vous travaillez beaucoup, je sais que sur le tempo... Christine, vous êtes présidente de Colisée, c'est une centaine d'établissements en France. Votre perception de ce rythme des réformes depuis une année, comment vous le vivez, vous, à votre poste ? Comme dans toutes les entreprises, la gestion du changement pour nos équipes, beaucoup de choses, à la fois sur le travail, la fiscalité, la dématérialisation des bulletins de paye, qui est une nouvelle ouverture, la simplification, la réforme professionnelle, enfin énormément de choses, mais que les équipes vivent bien dans la mesure où on leur donne du sens. Et juste, je ferai il manque aussi un petit quelque chose qui est l'évaluation de l'efficacité de la réforme dans l'entreprise à terme. Et l'entreprise pourrait être aussi en collaboration avec toutes les personnes très intelligentes à Bercy et partout qui écrivent ces textes et qui ne se rendent pas compte parfois qu'un détail peut bouleverser la vie d'une entreprise parce qu'elle complique ses systèmes d'information et qu'on n'a pas intégré. Voilà. Et on est rarement interrogé en tant qu'entreprise. On a par exemple, le 1er janvier de l'année prochaine tombe l'impôt à la ressource, qui impacte quand même tous nos services RH et nos services de paye. Bon, alors le CINERPA gentiment nous fait des notes techniques. Merci Jean-Alain, merci Florence, c'est parfait. Enfin, on n'a strictement aucune idée exactement de comment ça va se passer demain. Et surtout, si fin janvier 2019, il y a un bug, on sait très bien que les salariés vont venir nous voir et on ne sait pas ce qu'on leur répondra. Et donc on n'a pas été forcément contactés pour être testés. Alors peut-être que nos amis du MEDEF et de la CGPME pourront en dire plus, mais nous on aurait très bien accepté de faire une plateforme de test, ça pose aucun problème. Très bonne idée. On parlait d'évaluation des pratiques tout à l'heure dans notre secteur, c'est quelque chose qu'on fait très fréquemment. Sur ce genre de choses, voilà, moi j'aurais tendance à encourager nos politiques et peut-être nos administrations à utiliser l'entreprise davantage de manière collaborative. Prenez le micro qui est au bout, parce que les deux micros se retrouvent, voilà, ce serait parfait. Alors Christelle Martin, donc vous êtes déléguée générale du groupement des professions de service. Ça rassemble beaucoup de fédérations et des grandes entreprises aussi ? 25 fédérations qui vont de la banque, l'assurance, le numérique, à l'hôtellerie. Vous m'entendez ? Oui, mettez bien le micro restauration, les services à la personne, comme ça. Contre le menton, c'est ce qu'il y a de plus simple. Contre le menton. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ça marche le mieux. J'ai une barbe. L'hôtellerie-restauration, vos métiers, évidemment, et donc 25 entreprises. Alors, on sait que l'économie de service est un secteur sensible. Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour la développer ? Écoutez, nous, on pense qu'on est très content que le gouvernement, l'exécutif et les parlementaires aient une sensibilité économique. Évidemment, les réformes vont dans le bon sens maintenant, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais ce qui nous inquiète, nous, dans les métiers de service, c'est que nos modèles économiques ne sont pas compris. C'est-à-dire ? Ne sont pas suffisamment connus. C'est quoi le modèle économique des entreprises de service aujourd'hui ? Et j'imagine que vous y retrouverez très schématiquement. Les hommes et les femmes sont au cœur du modèle. Donc la masse salariale, c'est entre 50 et 80% de la valeur ajoutée. Ça veut dire que toutes les mesures qui touchent au travail, que ce soit le coût du travail, la formation, ont un impact immédiat sur nos métiers. La deuxième caractéristique, c'est le fait que le service ne se stocke pas. Donc on ne peut pas, quand il faut coucher une vieille dame à 22h, on ne la couche pas dans les heures de bureau.
Quand on est soumis au flux aléatoire de clientèle, au flux saisonnier, au flux ponctuel, alors ce qui est probablement un peu moins votre cas, mais j'ai compris que vous aviez quand même des patients qui allaient, qui venaient, qui tombent malades du jour au lendemain, etc. Il faut pouvoir répondre. Donc, sujet d'organisation du travail. Et puis, pour finir, on est disséminé sur l'ensemble du territoire. Donc, on n'a pas 3 usines en France pour pouvoir produire, stocker et répartir. Donc, tout ça, ça crée des problématiques dont on s'aperçoit qu'elles ne sont pas comprises ni par les décideurs économiques, politiques, par les parlementaires, par les médias. Et ça, je ne jette pas la pierre, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, on ne nous a pas collectivement, y compris à l'école, expliqué ce monde-là, ce monde du service dans lequel on est rentré depuis 30 ans, dans l'indifférence quasi générale. Voilà. Et on vit avec le prisme de l'ère précédente. L'ère industrielle, l'industrie qui a elle-même énormément changé. Voilà. Avec une révolution numérique qui est passée par là-dessus. Agnès Firmin-Lebedeau, vous êtes hors sol à l'Assemblée? Pourquoi je serais hors sol? Non, je ne sais pas, mais vous n'êtes pas au contact de... Moi, je suis chef d'entreprise. Parfaitement enracinée en Seine-Maritime et pharmacienne de métier. Ce qui va se dire ici ne sort pas d'ici, donc... non, c'est filmé, on est en streaming partout, les réseaux sociaux, donc Instagram, oui, Facebook. Moi, j'apprécie la politique du Twitter. Premier ministre, bien sûr, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Je pense que la politique du Premier ministre, je l'apprécie et j'apprécie le Premier ministre, comme ça c'est fait. Vous dire que je ne suis pas hors sol, puisque je suis chef d'entreprise, et toujours chef d'entreprise, donc j'essaye, oui, à mes heures perdues, et que... J'approuve tout à fait ce que vous avez dit, Madame de Menthon. Quelle est votre activité? Je suis pharmacien. Oui, voilà. Et vous dire que j'ai discuté avec quelques ministres en juillet, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, et à 2, dont je tairai le nom, j'ai dit « Ne vous laissez pas bouffer par l'administration ». Ça fait 20 ans que je fais de la politique. On doit travailler avec l'administration, mais c'est les politiques qui donnent les idées, qui gouvernent, et l'administration essaie de trouver les méthodes pour appliquer. C'est toujours un peu comme ça. Donc je comprends tout à fait ce que vous avez dit. Et oui, le système américain est très bon. Quand un président de la République arrive, quand des ministres arrivent, si on pouvait changer toute l'administration et les faire tourner un peu dans les différents ministères, ce serait sans doute favorable pour tout le monde et pour eux aussi, accessoirement. Donc, moi, je suis d'accord avec le système de modélisation. Si on avait modélisé la tarification des EHPAD avant de la mettre en place, peut-être n'en serions-nous pas là aujourd'hui. Et l'évaluation est, à mon avis, sans doute une des évolutions sur lesquelles l'Assemblée nationale devra travailler avec la réforme constitutionnelle. Pouvoir évaluer les politiques publiques est sans doute un mode de progression nécessaire dans les années à venir. Merci. Un mot, je vais me diriger vers la table haute de nos amis de l'Interpo je vais cuisiner un petit peu sur les réformes économiques, si je puis me permettre. Vous avez dit, je suis pharmacien. On ne féminise pas? On ne dit pas pharmacien? Alors moi, j'ai un petit problème avec ça, je suis désolée, complètement assumé. Si vous me demandez Madame le député ou Madame la députée, je vous dirai Madame le député. Et je suis toujours pharmacien. Je sais, c'est compliqué, mais j'assume. À tout à l'heure, Agnès. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir comment... Vous allez bien? On va bien. Une petite contrainte horaire, on va essayer de faire vite. C'est ça, hein, on est à Lyon, vous rentrez à Paris, j'imagine? C'est gentil de nous rejoindre, on se sentait un peu seul, là, vous aviez l'air au chaud. Ça n'a pas duré très longtemps. On va faire un numéro duettiste, on va essayer. On compte sur vous. Alors, comment réagissent les entreprises? Et sont-elles sereines, je dirais, face à toutes ces réformes? Jean-Eudes, les ordonnances travail ont quand même changé les choses du côté des PME. Oui, alors ça, c'était des réformes. Effectivement, c'était une réforme de fond, cette fois-ci. On l'attendait depuis très longtemps et ça a changé concrètement la vie des entreprises. Depuis l'adoption de ces réformes, premier effet, chute de 30% du nombre d'affaires portées au prud'homme. Donc on voit bien qu'il y a eu des effets concrets. On a rassuré les chefs d'entreprise. On a beaucoup parlé du fameux barème prud'homal. On a parlé de la hiérarchie des normes aussi, qui permet de discuter directement à l'intérieur de l'entreprise, entre le chef d'entreprise et ses salariés. Donc ça va dans le bon sens. Et puis il y a d'autres choses dont on a moins parlé dans ces réformes qui sont aussi d'application concrète dans les entreprises. Le délai de recours au prud'homme, par exemple, c'est 1 an après le fait que le salarié ait quitté l'entreprise. Vous voyez, il y a des choses qui sont importantes. Et s'il fallait résumer les choses, on pourrait dire que du fait de ces ordonnances, on est passé de la peur d'embaucher qui existait précédemment à la difficulté de recruter. Donc maintenant, c'est ce sujet-là sur lequel il va falloir s'atteler. Et là, il y a du boulot, il y a des propositions, il y a des choses à faire. Et tout spécifiquement dans le secteur ici qui nous intéresse. Bien sûr, on parlait tout à l'heure de sujets tabous. Je pense qu'il y a un sujet tabou sur le recrutement, c'est la question de l'incitation à la reprise de l'emploi et la question de l'assistanat. Là, le président de la République va pouvoir, sur ces sujets, s'engager. Et nous, à la CPME, par exemple, on a pointé du doigt un problème très, très concret, très précis, qui vous concerne certainement.
Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui est en CDD dans une entreprise, à la fin de son CDD, il est en capacité, même si l'employeur lui propose un CDI, de refuser et d'aller à Pôle emploi. Mais ce n'est pas un chercheur d'emploi à ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui cherche un boulot. Donc ça devrait être considéré comme une démission et non pas comme quelqu'un qui est en recherche d'emploi, par exemple. Michel Guilbault, le nouveau code du travail, ça a clairement changé la donne? Oui, clairement, on le voit sur le terrain, Jean-Eudes l'a dit. D'ailleurs, je ne retourne pas. Quand je vous quitterai, je ne rejoindrai pas Paris, je rejoindrai le MEDEF Saône-et-Loire, puisqu'effectivement, sur le terrain, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire que le flux d'embauche, il a repris. Vous savez que le nombre de créations d'emplois est parti à la hausse. On est sur quasiment 200 000 par an en rythme annuel. C'est le fameux 1 million en 5 ans, juste pour l'anecdote. Mais l'histoire rendra raison parfois à certains objectifs qu'on estimait pouvoir se donner. Ah, je pensais que vous alliez dire que l'histoire rendrait raison à un président qui était là avant. Non, mais c'est-à-dire, je pense qu'il y a des... Non, mais je pense que justement, c'est intéressant. On parlait tout à l'heure technostructure, mais au-delà de ça, il y a des choses qui viennent aussi d'un passé récent. Les ordonnances, on l'a vécu avec Jean-Eudes, ça vient d'étapes sociales qui les ont précédées. C'est pas venu de nulle part. Elles sont extrêmement complètes, elles font l'instance unique, elles font l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est un peu un jargon pour dire l'espace de négociation dans les entreprises. Elles sécurisent le licenciement économique. Tout ça, on en discute depuis 4-5 ans. Puis il y a un moment donné où on échoue à le faire avancer dans la négociation. C'est ce qui s'est passé notamment en 2015. Il y a eu la fameuse loi El Khomri, quand même un gouvernement de gauche qui a dit tiens, on va peut-être regarder ce sujet de la négociation dans les entreprises. Ça a créé la crise qu'on connaît. Bon, puis entre-temps, il y a une élection présidentielle avec une légitimité politique forte. Et puis je pense, nous c'est ce qu'on ressent, l'effet Macron il est considérable. On le voit aussi beaucoup à l'étranger. Je pense que les uns et les autres, vous avez des activités internationales, c'est absolument dingue. Nos voisins européens, mais même l'étranger plus lointain, tout le monde regarde Macron. L'activité 2017, certains disent non mais finalement c'est l'effet des réformes Hollande. Moi je suis absolument convaincu que l'effet confiance sur le deuxième semestre 2017 a été énorme. Et puis l'environnement aussi, la reprise. Les phénomènes exogènes sont importants, mais quelque part, on pense nous qu'il ne faut pas rester dans le raisonnement où la croissance vient d'ailleurs. Et la croissance, elle vient de toutes les décisions des chefs d'entreprise et des personnes qui décident d'investir, de créer une activité, d'embaucher. Et c'est ce qu'on voit depuis plus de 6 mois. Et donc le facteur confiance, on dit souvent que c'est 50% de la croissance, mais là, j'ai l'impression que ça a été 80 ou 90% de ce qui s'est passé au deuxième semestre. Il y a un petit fléchissement en début d'année, il faut quand même vérifier ce qui se passe. Mais les gens, ils voient quelqu'un qui fait. Et ça, tout le monde le disait d'ailleurs dans les mandats précédents, on voyait des promesses auxquelles on ne répondait pas et il y avait une certaine inaction ou en tout cas pas de cap clair dans ce qui était fait. Et là, on a une action incroyable puisque toutes les mesures fiscales et sociales du programme de Macron vont être réalisées quasiment en 18 mois. Et les sujets dont on parle maintenant sont des sujets qui n'étaient pas à son programme, typiquement les aides sociales ou d'autres sujets dont on l'espère du coup maintenant qui vont s'ouvrir. Alors justement, en matière fiscale, est-ce que le cap est bon? Baisse de l'IS? Oui, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une trajectoire, et ça c'est important. Pour redonner confiance précisément, c'est qu'on ait une visibilité du côté des entrepreneurs. Et là, sur l'IS, il y a une trajectoire de baisse de l'IS avec un objectif en 2022, on n'y est pas encore, mais on y va, à 25% pour se situer dans la moyenne européenne. Voilà, donc cette trajectoire, je pense qu'elle est effectivement importante. 30. On est encore à 33, on va être à 31, puis progressivement, on va aller jusqu'à 25. Donc ça c'est quelque chose de positif. Alors après, de temps en temps, on a une difficulté avec la fiscalité locale. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'État qui essaye de faire des efforts avec la fiscalité qui dépend de l'État, et puis de l'autre côté, on a la fiscalité locale qui, elle, malheureusement, explose. Et j'ai un exemple très significatif de cette dérive. En 2012, on a supprimé la taxe professionnelle. Parce que vous vous souvenez tous de la taxe professionnelle. À l'époque, la taxe professionnelle, c'était 24 milliards d'euros. Ça a été remplacé par 2 contributions, la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, et puis la contribution foncière, donc qui sont des taxes locales. Et aujourd'hui, ces 2 taxes, on pense qu'en 2020, on va dépasser les 24 milliards. Donc vous voyez, la difficulté qu'on a, c'est que il ne faut pas simplement bouger les curseurs, il faut se situer dans une perspective globale et s'intéresser aux prélèvements globaux qui pèsent sur les entreprises. Voilà. C'est ce qu'on essaye de passer comme message en disant c'est bien de bouger les curseurs, mais encore une fois, raisonnons vraiment sur un plan global. Qu'Emmanuel Macron s'intéresse à la protection sociale,
des choses d'ailleurs qui n'étaient pas dans son programme. Le grand âge, on n'en avait pas entendu parler. Alors il y avait les retraites, mais on ne savait pas très bien où il allait. Donc là, la concertation elle a lieu en ce moment. Comment vous pesez, comment vous agissez, Non, mais au fond, plus largement, alors Sophie de Menton, elle a parlé de la technostructure, c'est en fait beaucoup plus large que ça, c'est toute la réforme publique. Et quand on dit réforme publique, on sait bien, alors c'est le fameux thème de la dépense publique, il y a l'État, mais il y a aussi les collectivités, ça explique toute cette dynamique des impôts locaux. Et puis il y a bien sûr tous les grands régimes de protection sociale, et les deux grands régimes qui constituent l'essentiel de la dépense sociale, c'est les retraites et la santé. Après, bien sûr, il y a tout le reste. Donc c'est des sujets visiblement sur la santé qui décident de regarder aussi de façon plus structurelle qu'avant. Les retraites, on va voir. Certains disent oh là là, c'est très compliqué, on va unifier tous les régimes. J'ai tendance à me dire, mais je ne veux pas passer pour un Macron-lâtre, mais que je dirais après avoir passé quelques tests de réforme, il ne va pas reculer devant celui-là. Et donc ça va être une réforme très sollicitante quand même, avec les régimes spéciaux, les régimes publics, etc. Et puis le grand âge, ça veut dire qu'on peut regarder ce sujet-là peut-être d'une façon plus moderne. C'est vous qui connaissez le sujet, bien sûr, mais... on ne va pas non plus financer ça par de l'impôt et de la dépense publique, sans doute. Donc comment on trouve de nouveaux modèles plus correspondant à ces risques qu'il faut couvrir, mais peut-être avec des couvertures d'assurance. Ça mérite un débat à nouveau, c'est plus vous qui êtes les spécialistes de ce sujet. Mais visiblement, il veut prendre les choses d'une manière aussi en prenant en compte les transformations. Parce que j'allais dire, nous, on était un peu obsédés, c'est peut-être aussi parce que le MEDEF, on est souvent un petit peu caricaturé, baisse de charges, flexibilité, etc. Mais c'est au service de quoi? C'est au service des transformations. Nos entreprises sont en train de se transformer dans tous les sens. Le digital, c'est évident, mais le vieillissement de la population, plein de sujets de société qui bougent, les secteurs que vous représentez qu'il faut en effet regarder, parce que c'est pas l'industrie, c'est pas la manière dont on pouvait regarder des secteurs dits plus traditionnels. Et donc, il faut qu'on comprenne que les réformes, elles sont au service de l'agilité qu'on doit avoir dans tous ces marchés pour aller capter à la fois à l'étranger et puis bien sûr ces transformations de société au plan national. Et ça, on a quand même l'impression qu'il l'a compris, puisqu'il reprend beaucoup le mot de transformation. Il y a la fameuse loi Pacte, c'est quand même un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises que veut porter Bruno Le Maire. Comment vous appréhendez la RGPD? Alors ça, nous, c'est un peu... Michel Guilbault disait, il ne faut pas être Macron-lâtre. Il y a des choses tout à fait intéressantes. Il y a un vent, pour revenir au thème de la table ronde, un vent d'optimisme. Je crois que ça, on le reconnaît tous. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un peu un décalage entre le moment où on fait des effets d'annonce et puis le moment où les choses rentrent en application. Et puis ce qu'on a coutume de dire aussi, c'est qu'on a une forme de divergence entre la température extérieure et la température ressentie, pour prendre une image. La température extérieure, c'est tout ce qu'on nous annonce qui va dans le bon sens. Et la température ressentie, ce sont les contraintes qui, malheureusement, encore aujourd'hui, continuent à peser sur les entreprises. Et parmi celles-là, il y a effectivement la RGPD dont vous parliez, sur le principe qu'on puisse dire qu'on veut protéger les données personnelles. Je pense qu'on est tous directement concernés, impactés, on est tous d'accord. Simplement, là, on est sur une espèce d'usine à gaz dans les entreprises, notamment les petites boîtes, et ça nous pose un problème. Et de la même façon, le prélèvement à la source qui a été abordé tout à l'heure, ça aussi, ça va être une usine à gaz absolument invraisemblable. Et ce qui a été dit par le fait que ça va détériorer le climat social à l'intérieur de l'entreprise, évidemment, on le partage. Qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir une feuille de paye avec un reste à vivre qui va être très largement inférieur à ce que touchent les gens aujourd'hui? Leur première réaction, évidemment, ça va être d'aller voir l'employeur en disant « mais attendez, je ne comprends pas, avec ça, je ne vais pas pouvoir m'en sortir ». C'est comme ça que les choses vont se passer. Donc voilà, c'est important que le gouvernement, là encore, raisonne sur le plan global et ait bien une vision de se dire « oui, il y a des réformes qui vont dans le bon sens, mais en même temps, faisons attention à ce qu'il n'y ait pas des choses qui tombent directement sur la tête des entreprises. » Vous êtes là pour croquer les mollets, vous êtes vigilant. Ça se passe bien Oui, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. C'est des gens qui nous écoutent. Même avec Bruno Le Maire? Même avec Bruno Le Maire. Après, vous dire qu'ils connaissent particulièrement les PME, je n'irai pas jusque-là. Même le président de la République, dont on parlait tout à l'heure, qui est un homme d'entreprise, on ne peut pas exactement dire que la banque Rothschild soit une PME. Donc là, voilà, on a un rôle aussi pédagogique. Et je voudrais quand même rajouter une chose sur cette perception, puisque Madame la députée est là, c'est qu'on voit que les parlementaires En Marche, c'est quand même une sociologie très différente de ce qu'on a connu dans le passé. Il nous semble qu'il y a beaucoup moins de préjugés sur ce que nous sommes,
Vous savez, quand le MEDEF arrive quelque part, parfois il y a un regard un petit peu « tiens, c'est le MEDEF », et que là, on est sur le fond et qu'il y a beaucoup moins de réserves. Donc je trouve que le climat est quand même assez nouveau. Donc on va peut-être être dans la co-construction. On peut l'espérer. Merci beaucoup, merci à vous deux. Je retourne voir mes Je peux me permettre une petite précision, je ne suis pas En Marche, je suis plutôt constructive. UDI, voilà. Agir. Indépendant, constructive. Juste me permettre pour rebondir. Mes excuses, mais non, mais c'est pas très grave. Le propos vaut par rapport à ce que vous avez dit. Mais je rejoins ce que vous dites. Je rejoins aussi ce que vous dites. Réaction, Sophie de Menton, est-ce qu'on a entendu? Vous voulez réagir? Oui, le patronat est très lointain, mais mais on est proche. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué et qui, moi, m'inquiète énormément, c'est la baisse des dépenses de l'État. Or, ce gouvernement, il n'a pas baissé les dépenses de l'État. Il les a même plutôt augmentées. Alors maintenant, on peut se bagarrer sur les chiffres. C'est pas qu'il n'en ait pas envie, c'est que d'abord, ils ne savent pas tellement comment. Et puis, on retrouve la même problématique. Exemple, c'est une excellente idée quand on a 8 chaînes de télévision, alors que les moins de 30 ans ne regardent plus la télévision, qu'on a 8 chaînes qui font les mêmes programmes, que les Français ne distinguent pas le service privé que du service public en matière de télé, de dire on va réformer ça. C'est très bien. Sauf que c'est exactement ce qui se passe à la française, c'est-à-dire qu'on va mettre Madame Delphine Ernotte qui va se demander où elle va mettre les dessins animés. Alors qu'en même temps, elle va faire des campagnes en disant qu'il faut que les enfants bougent, ne regardent pas la télé, c'est très mauvais pour eux, qu'il faut supprimer d'ailleurs les publicités qui font des publicités sur le chocolat parce que ça fait grossir les enfants le matin qui regardent la télé. On marche sur la tête. Donc on a la bonne initiative et nous avons nos démons français. Donc je pense que là, et si on a une influence à avoir, nous tous, parce que c'est vrai que c'est un gouvernement à l'écoute, c'est de réagir sur ce genre de choses. Tant qu'il n'y aura pas de baisse structurelle des dépenses de l'État, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelles sont les missions régaliennes de l'État? La police, la justice, une partie de la santé, une partie de l'éducation. Alors là, effectivement, on pourra commencer à se dire que fait-on? L'État fait plus mal et plus cher ce que fait le privé, il faut le dire. Alors on a l'impression, et nos Français... je suis contente qu'il y en a qui soient d'accord. Oui, il y a des soutiens dans la salle. Parce que les Français sont très attachés, on peut le comprendre, au service public. Parce que c'est vrai qu'ils rendent un service pseudo-gratuit. C'est pas vrai, il n'est pas gratuit, on le paie, il se dégrade. Avec avoir la SNCF, les hôpitaux qui font tout ce qu'ils peuvent, mais c'est mal géré. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de patron de l'hôpital, c'est pas managé, il y a une vraie dégradation. On a un numerus clausus qui a empêché d'avoir suffisamment de médecins. On a tout faux. Alors, effectivement, Macron, il a quelque chose de bien, c'est qu'il attaque tout d'un coup, mais ce sont des réformes, je dirais, structurelles, d'approche des choses, et sans ça, je ne vois pas comment on va y arriver. Donc, réduction des dépenses de l'État, ça passe par un véritable changement des mentalités, une pédagogie permanente. Il faut le faire. C'est pour ça que le coup de com', finalement, c'était pas mal, parce que tout le monde en parle. Je crois qu'on pourra peut-être faire bouger le pays si on dit les choses comme les gens le disent entre eux. Peut-être. Alors, il y a un projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui met en place une nouvelle réforme de la formation professionnelle et qui revoit les dispositifs de formation, qui modifie les financements, avec des inquiétudes qui surgissent. Je voudrais qu'on en parle ici. Quel est votre sentiment et cette taxation pour les entreprises qui crée un bonus malus de la contribution chômage en lien avec le nombre de ruptures de contrat de travail? Débat. Peut-être écouter le mot du président sur le sujet. Ah ben débat, oui, c'est un vrai débat. Oui. C'est un vrai débat. Alors c'est un débat dont le curseur n'a de cesse quand même de bouger depuis qu'on en parle, et ça fait quand même un moment qu'on en parle de cette histoire de taxation des contrats courts. Enfin, je vais résumer, je vais employer cette appellation comme ça tout le monde la comprend. Aujourd'hui, on parle de permittence, on parle de je ne sais quoi. Au final, ça restera un bonus-malus sur les utilisateurs de contrats de moins de 30 jours. Donc ça, c'est quand même un problème. Alors, je vais être très égoïste, je vais parler des miennes d'entreprise, de celles qu'on représente, parce que nous sommes de gros utilisateurs. Ben oui, Michel, tu le sais, nous sommes de gros utilisateurs de contrats de moins de 30 jours, mais pour des raisons simples. On fait très très peu de surcroît d'activité et on ne fait que remplacer les salariés qui sont absents pour des raisons tout à fait normales et légales, les dimanches, les congés payés, éventuellement les arrêts pour maladie, mais ça s'arrête là.
Donc, non seulement on rend le service, on maintient l'emploi, on embauche sur de la durée déterminée et on se retrouve, en maintenant l'emploi, à être surtaxé. Il y a quand même quelque part un problème. Alors, le CINARPA peut peut-être se targuer d'une petite victoire, puisque l'idée que nous avions eue, qui était de faire modifier, on en a parlé hier dans notre séminaire régional, de faire modifier l'article du Code du travail qui interdit de signer un contrat pour le remplacement de plusieurs salariés successivement. La commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale a soutenu et propose un amendement qui va dans ce sens et qui permettra à l'avenir, je l'espère, bon, c'est pas encore arrivé au débat, il me semble-t-il, oui, mais peu importe, même si c'est une expérimentation, au moins qu'on y aille. De toute façon, moi je suis confiant sur l'expérimentation. On ira et forcément, il y aura une baisse des recours au contrat court. Ouais, ça c'est une vraie inquiétude. Christine Jandel, vous voulez réagir sur le sujet? C'est parce que Jean-Alain touche du doigt quelque chose d'important. L'article du Code du travail, il n'interdisait pas de faire des contrats courts. D'ailleurs, on en a fait pendant des années. C'est qu'un beau jour, la Cour de cassation s'est réveillée et a dit je suis désolé, je vous les requalifie. Et là, on touche du doigt un sujet qui est... alors déjà, on a une loi, on met du temps pour avoir les décrets. Ensuite, on a des circulaires. Et puis, 3 ans après, la Cour de casse dit écoutez, vous n'avez rien compris, les petits loups, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ce qui a été générateur de contrats courts, et on s'en rappelle tous dans notre secteur, c'est le jour où la Cour de casse a pris cet arrêt. Voilà, et ça arrive assez fréquemment. Alors après, je comprends qu'il faut bien une séparation des pouvoirs entre le... Mais d'où l'attention peut-être apportée à l'écriture de ce genre d'articles très fins qui fait qu'avec un mot, on change toute la philosophie et toute l'application dans nos entreprises au quotidien. Même avec une virgule, je crois. Oui, prenez le micro qu'on vous entend, sinon les paroles sont perdues. Non, je disais même avec une virgule. Avec un mot, on change la loi, mais même avec une virgule, on change la loi. Christelle Martin. Oui, Agnès Firmin-Lebaudot, vous voulez réagir? D'où l'intérêt de ne pas limiter le nombre d'amendements, parce que les amendements rédactionnels, parfois, peuvent être utiles. Non, vous dire que c'est le sujet d'actualité, parce que je crois que nous allons attaquer soit cette nuit, soit demain matin, la partie sur chômage. Il restait tout à l'heure 1400 des brocnos d'amendements, donc on avance. Christelle Martin, oui, c'est impressionnant. Sur ce sujet-là, ce qu'on pense, c'est qu'à nouveau, on prend le sujet de façon globalisante. Ça fait 2 ans que ça dure, c'est-à-dire qu'on regarde le sujet de façon globalisante. On se dit, il y a des contrats courts, des choses qui se font aux États-Unis. C'est politiquement pertinent de pouvoir dire qu'on va taxer les contrats courts, et puis on oublie de regarder la réalité. En partie d'ailleurs parce que la statistique est peu disponible. Quand vous voulez connaître les volumes de contrats courts par modalité, par motif de recours, vous ne les trouvez pas aujourd'hui. Mais globalement, vous avez 2 cas. Vous avez soit des secteurs qui massivement ont du CDD de remplacement comme le vôtre, ou bien massivement du CDD de surcroît d'activité. D'ailleurs, chacun un peu se renvoie la balle en disant, au fond, les CDD de remplacement, comme vous le disiez, au bout d'un moment, on requalifie. Et puis les CDD pour surcroît d'activité, quelque part, à un moment donné, c'est du CDD d'usage et on n'en veut plus. C'est-à-dire que le ministère du Travail dit, oh là là, il y a trop de secteurs qui veulent du CDD d'usage, on va arrêter. Nous, ce qu'on a fait passer comme message, au-delà du fait qu'on a soutenu ces amendements, puisqu'on est dans une loi qui va essayer quand même de mettre des patchs et essayer d'améliorer les choses, c'est de se dire, au fond, on est arrivé au bout du modèle. Les modalités contractuelles aujourd'hui, et moi je le vois avec les adhérents nous disent, mais le CDD d'usage, c'est déjà derrière, on veut le requalifier, ça ne va plus, vous parlez des requalifications. Donc il faut sans doute inventer le modèle d'après, et on était étonnés de rencontrer récemment à l'Élysée, à Matignon, une écoute positive là-dessus, même s'ils ne le disent pas, de dire oui, ok, en fait, on a bien vu avec ce sujet qui est quand même un vrai sparadrap, on sent bien, nous on sait très bien que demain, si on taxe les fins, et en plus, vous disiez contrat court, vous êtes optimiste, aujourd'hui c'est la taxation des fins de contrat pour des gens qui vont aller pointer à l'UNEDIC. Donc si on regarde le sujet plus largement, on peut se dire que pour ceux qui voudraient aller jusqu'à 60 jours ou plus, on pourrait aussi être taxé. Ça veut dire que sur des métiers extrêmement sensibles, parce que faible marge et autres, on sait très bien que le travail basculera soit dans le travail au noir, soit qu'il y aura moins de création d'emplois. Donc il faut inventer le modèle d'après, il ne faut pas rester crispé sur ce modèle-là, il faut imaginer les modalités contractuelles qui par ailleurs pourraient embarquer les indépendants. Je ne sais pas si vous avez vu l'amendement qui est passé hier, on me l'a rapporté hier, un amendement qui vient des plateformes et qui consiste à limiter la requalification pour les indépendants des plateformes. Alors moi, je vous encourage collectivement à demander la même chose pour vous, pour les métiers plus traditionnels. Sophie de Menton, vous voulez réagir? Oui, je voulais préciser que j'avais eu une boîte très longtemps de télémarketing, une des premières, que j'ai vendue au premier groupe mondial.
et que c'est une profession qui a déserté la France. Complètement. Ils sont en Tunisie, au Maroc, en Afrique, etc. On nous a brutalement interdit le renouvellement des CDD à plus de 2 fois. C'est vrai qu'on renouvelait des CDD jusqu'à 20 fois parce que ça convenait à ceux qui venaient travailler la nature des travailleurs qui étaient chez nous. Et puis nous disions tout à l'heure quelque chose aussi d'ahurissant par rapport au chômage et aux aides sociales. Lorsque vous avez quelqu'un en CDD, vous lui proposez un CDI. Il ne veut pas, et ben il part au chômage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On l'a évoqué. Et donc tout ça est un mélange incompréhensible. Mais alors l'espoir, quand même, il faut en avoir un, c'est qu'effectivement, on a à Matignon un homme formidable qui s'occupe du social et qui est un ancien avocat et qui connaît l'entreprise et qui comprend tout ça à la perfection. Donc on a des gens qui comprennent. Mais c'est un point positif, la complexité est telle que ça ne va pas être simple. Je voudrais qu'on évoque la suppression du CICE, parce qu'on sait que le secteur du domicile est un secteur compliqué et sensible, et avec la mise en place d'un nouvel allègement de charges. Mais il y avait déjà le système d'allègement. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? En fait, la transformation du CICE en allègement de charges est un engagement de campagne mis en œuvre et qui va très bien à tout le monde parce que ça pérennise finalement un système et c'est beaucoup plus explicable pour les gens qui ont besoin de faire de la communication financière, d'expliquer que les charges sont allégées plutôt que du fait qu'on va réduire de l'impôt qui en fait vient en déduction des charges de personnel. Enfin, tout ça va très bien. Le seul sujet, c'est que sur certains secteurs sensibles, dont notamment le domicile, qui est directement concurrencé par soit le travail clandestin, soit par une autre forme de travail, de plateforme collaborative avec des auto-entrepreneurs ou tout un tas de formes de nouveaux travails qui existent que je ne critique absolument pas, mais malheureusement on est tous rémunérés au même niveau. Donc si nos coûts sont différents entre les entreprises qui se cassent la tête à avoir des salariés plutôt en CDI d'ailleurs pour garantir de la permanence sont plus pénalisés que celles qui jonglent avec des systèmes beaucoup plus intermittents, c'est quand même le monde à l'envers et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et donc la suppression du CICE dans domicile est assez dramatique puisqu'en fait l'allègement de charges qui est proposé à la place aujourd'hui ne compense pas en totalité et loin de là les dispositions d'allègement de charges dont bénéficiaient les services à la personne. Et on parle d'allègement qui remonte à loin et d'un mouvement sur les services à la personne qui remonte à Borloo quasiment pour faire court, qui avait été le premier à dire dans ce pays, les Français ne savent pas payer le service, les Français n'aiment pas payer le service. Pour la petite histoire, moi j'étais femme de ménage dans un hôtel aux États-Unis quand j'étais jeune pour me payer mes études et quand il y avait un Français dans la chambre, je pleurais parce que je savais que je ne verrais jamais un pourboire à la fin de la semaine, même si j'avais fait extraordinairement bien mon boulot. Donc les Français ont déjà du mal à payer le service. Si en plus dans ce secteur d'activité-là, on vient nous renchérir le coût du travail, on est sûr qu'une bonne partie des prestations, parce que les personnes âgées auront toujours besoin de personnes à domicile, va partir. Les personnes ne vont pas se débrouiller toutes seules, je vous garantis qu'elles auront quelqu'un pour les aider, mais certainement pas par la voie officielle. Voilà, donc là c'est un peu un cri d'alarme parce qu'on est déjà au mois de juin 2018 et ce nouveau CICE, il se met en place au 1er janvier 2019. On est à 6 mois du mur qui n'est pas un mur gériatrique, là, mais un mur économique majeur pour ce secteur. Je reviens vers vous, mais Jean-Eudes veut réagir à ce point. Oui, simplement deux choses. La première, d'abord sur les contrats courts dont on parlait tout à l'heure. Là, on voit bien qu'on manque de quelque chose. Ce sont les études d'impact. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on aurait besoin sur tous les textes. Qu'on parle du CICE, des contrats courts, sur tous les sujets, on aurait besoin d'études d'impact pour pouvoir mesurer réellement l'effet avant que le texte s'applique. Et puis, on aurait besoin d'études d'impact a posteriori aussi sur l'application des textes. Et ça, malheureusement, en principe, avant, c'est obligatoire, mais malheureusement, souvent, on n'en voit pas la couleur. Et après, pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Et plutôt que d'empiler les textes les uns aux autres, faisons des estimations, mesurons l'impact des textes et puis modifions en fonction de la réalité des entreprises. C'est ça qu'il nous faudrait. Ça serait peu de choses, mais je pense que ça changerait fondamentalement. Et puis, juste sur les contrats courts, pour revenir là-dessus, le principal utilisateur de contrats courts aujourd'hui, c'est pas vous, c'est la fonction publique. C'est ça la réalité. Donc il y a des textes qui sont obligatoires dans le privé et les fonctionnaires, la fonction publique s'exonèrent de ces textes. Et bien là aussi, faisons en sorte qu'eux-mêmes soient concernés. Déjà, peut-être qu'ils regarderont un peu différemment les choses. Ouais, tout à fait. Oui, Michel ? Oui, je voulais aussi un peu rebondir sur ce qu'avait dit Christelle tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être un des nœuds les plus difficiles parce qu'il y a des tabous qui sont tombés dans les ordonnances. Par exemple, on a dit que les branches pouvaient négocier la durée et le nombre de renouvellements de CDD ou les CDI de chantier.
Mais en même temps, cette histoire de contrat court reste un marronnier politique qu'on a depuis des années. Ouais. Et on ne veut pas regarder cette réalité de marché du travail qui sont différents. Donc clairement, on le ressent très fortement dans nos organisations. On regarde l'entreprise comme fautive, alors même qu'on sait très bien que très souvent, c'est un choix individuel aussi. Ça n'empêche pas certains abus des deux côtés, mais on globalise ça et il y a une approche morale en disant bon, faut taxer parce qu'il faut corriger la faute. Alors qu'en réalité, c'est l'incitation qui n'est pas la bonne. Donc voilà, je pense que ça, c'est un des sujets sur lequel je trouve qu'il y a un manque de clarté, puisqu'il y a des contradictions. Emmanuel Macron comprend le monde réel sur plein de choses. Et là-dessus, on est resté un peu dans une approche un petit peu idéologique. Donc, moi, je voulais juste réagir et revenir sur la question que vous aviez posée sur le CICE. Je trouve que le système du CICE, il est assez emblématique de ce qu'on disait tout à l'heure quand on met en place un système qui est une véritable usine à gaz, qu'au départ, personne ne demandait. Je rappelle que pas le MEDEF, pas la CPME, aucune structure d'employeurs ne demandait la création du CICE. On demandait des baisses de charges. Point à la ligne. Et on a créé une usine à gaz, un crédit d'impôt, pour finalement revenir à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, puisqu'effectivement, en termes de communication, on arrive à des baisses de charges qui auront quand même un impact au niveau bilan. On le sait bien, ça va avoir un impact. Alors certes, l'impôt société va baisser d'ici 2022, mais le résultat va quand même remonter avec un effet transfert de charges chez ICE. Donc, on sait bien que quand on fait des systèmes qui ne sont évalués ni en amont ni en aval et qu'on les modifie derrière, il y a toujours des conséquences qui sont négatives et néfastes pour les entreprises. Alors, vous avez tout à fait raison, sauf que ce qui est assez amusant, c'était que j'étais dans le bureau d'un secrétaire général adjoint jeune à l'Élysée qui s'appelait Emmanuel Macron, en train de hurler en disant « vous êtes en train d'assassiner les entreprises, c'était le début de tout ça ». Et je dis « il faut que vous baissiez d'abord le coût du travail et les charges ». Et il réfléchit et il me dit, écoutez, oui, on ne peut pas, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens parce que l'État n'avait pas d'argent pour baisser les charges. Et je me souviens d'être revenu et il avait dit, et je vais proposer au MEDEF, et qu'est-ce que vous penseriez d'un système qui serait un crédit d'impôt, ça reviendrait à baisser les charges, mais nous, ça nous coûterait qu'un an après. Donc le CICE, c'est tout simplement parce que l'État n'avait pas les moyens de baisser les charges et qu'ils se sont accordés un an pour souffler en inventant ce crédit d'impôt. C'est merveilleux parce qu'on a les coulisses, on a la jeunesse de l'histoire avec Sophie donc, Menton. Alors après, il a fallu se dépatouiller. Ce qui est épouvantable, c'est que comme personne ne sait ce qui se passe pour le CICE, j'ai des membres d'éthique qui ne touchent pas et que la BPI ne veut pas prêter d'argent parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Est-ce que ça va être supprimé ou pas? Donc vous bloqué, avez des boîtes à qui on a supprimé cette forme de baisse des charges et c'est dramatique. Et ça fait partie de la complexité, c'est les mêmes. C'est ce que je disais au début, c'est ceux-là qu'il faut faire sauter. Voilà. Christelle, oui. Oui, non, moi je vais dans le même sens. Donc en effet, au départ, ça coûtait moins cher à l'État de le faire sous forme d'un crédit d'impôt. Et puis là, le fait de basculer en allègement de charges, ils nous ont dit, ça a été demandé par les entreprises, je ne pense pas, en tout cas pas par nous, pas par les entreprises qui représentent 50% du PIB et 10 millions d'emplois, donc non. Simplement, le basculement permet à l'État de récupérer de l'argent. Dans les services, on a estimé à 2 milliards d'euros à minima le manque à gagner pour les entreprises. On a fait des simulations sur des entreprises normales, celles dont tout le monde rêve, c'est-à-dire les entreprises qui payent de l'impôt. Non mais voilà, on n'a même pas pris des cas extrêmes. Les entreprises qui payent de l'impôt seront les premières impactées puisque le basculement va entraîner une augmentation de la participation qui n'était pas prévue au départ et puis une augmentation de l'impôt. Voilà, donc et bien certaines entreprises paieront plus entre 30 et 40%, enfin auront un manque à gagner de 30 à 40%, ce qui est considérable. Voilà. Oui. Alors dans le secteur qui nous préoccupe, il y a un problème. On ne trouve pas, on ne recrute pas, des gens ne veulent pas venir travailler. Quel diplôme? Comment valoriser les emplois? Quel message le CINERPA peut porter? La formation? Comment on fait pour que les gens viennent travailler et aient envie de venir, que ce secteur soit enfin pourvu des emplois qu'il réclame et dont il a besoin? Ah non, mais si j'avais la recette... Ah ben on est là pour en débattre. Moi, je veux imaginer une solution. Je veux repartir avec un espoir. Et puis, il y aura les questions de la salle derrière, et à mon avis, parce que j'ai échangé un peu avec eux à la mi-journée, et il y a des vraies attentes. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, hélas. D'abord, la problématique de recrutement des personnels soignants,
C'est pas comme, enfin, je veux relativiser parce que c'est pas qu'un problème français. C'est un problème que toutes les sociétés occidentales connaissent. Il y a une problématique générale, ça c'est le premier point. Il y a un problème plus particulièrement en France quand même, c'est qu'aujourd'hui, les carrières de l'aide à la personne ne sont pas forcément des carrières qui attirent. Et puis je vais être honnête avec vous, quand on voit la campagne médiatique qu'on a vécue ces derniers mois, ma foi, si vous êtes un parent et qu'il y avait des conseils à donner à vos enfants, je pense que vous n'allez pas les orienter pour être aide-soignant ou infirmière. Donc, deuxième problème et deuxième réalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les instituts de formation ici ou là, il y a des places de vide. Et puis, quand les places sont prises, quand on demande aux jeunes gens, garçons ou filles, vers quelle structure ils veulent s'orienter, c'est effectivement pas la gériatrie qui va être leur premier choix. Donc il y a toute une considération comme ça problématique. Le message positif n'est jamais relayé. C'est un vrai problème quand on veut doper une filière et quand on veut doper des carrières et quand on veut créer quelque chose d'une dynamique. Il n'y a pas de message positif qui est relayé, à part le secteur professionnel. L'État dit rien, ou quand il parle, il dit c'est une catastrophe. Je m'excuse, mais hier, Emmanuel Macron n'a quand même pas eu des paroles très tendre avec la profession en général, pas nous en particulier, mais la profession en général, en disant que tout était un échec, que tout se passait mal dans le secteur, etc. Ça n'encourage pas. Donc je crois qu'il faudrait quand même qu'il y ait une prise de conscience de la part des pouvoirs publics pour mettre en place un grand plan métier, un grand plan carrière, mais un vrai plan, avec des moyens. Est-ce que ce n'est pas un plan de plus ? Non, mais c'est pas. Je dis ça pour Sophie, qui n'a pas pris le micro, mais qui soupire en disant un plan. Non, mais elle a raison. Vous avez raison. Quand je dis un plan, c'est pas un plan de formation. C'est un plan de communication. C'est de la communication positive, c'est-à-dire attirons les gens vers des métiers qui sont des métiers fabuleux. Ouais. C'est une belle aventure humaine que de travailler auprès des autres et auprès des personnes âgées en particulier. Donc oui, il faut. Et ensuite, comme je l'ai dit ce matin aussi, il faut retravailler sur les formations et les contenus. Ouais. Quand vous formez des jeunes gens à des métiers qui vont se retrouver confrontés, mis dans des situations d'échec parce qu'ils n'auront pas reçu la formation adéquate en amont, ça c'est un vrai problème aussi, parce que vous dégoûtez à tout jamais des personnes d'exercer un métier. Donc il faut retravailler sur... Mais on a tellement de retard qu'il faut retravailler beaucoup de choses. Le temps file, vous êtes tous passionnants, sincèrement. Je voudrais ouvrir les questions à la salle pour ne pas être une privilégiée, mais vous me promettez de faire court dans les questions. Je vais dire pas comme ce matin. Oui, c'est fini. Est-ce que, voilà, vous levez le bras, vous levez vous-même, on vous passe un micro. Une question à l'un de nos intervenants sur un sujet qui vous préoccupe et pour lequel vous avez besoin d'avoir une réponse. Profitez-en, c'est maintenant. C'est là. Oui, bonjour. Je vous entendais parler justement de la non-reconnaissance des personnes qui travaillent auprès des personnes âgées. Et ma question était, qu'est-ce que vous pensez d'une certification de compétences dédiée à ces personnes qui savent traiter avec les personnes seniors et en situation de perte de mobilité ? Très bonne idée, dit Sophie. J'imagine que c'est à moi que la question est adressée, mais moi je suis favorable à tout ce qui peut conduire des personnes vers l'emploi auprès des personnes âgées, donc certification de compétences, des CQP, tout ce qu'on peut imaginer, à partir du moment où on ne cherche pas à hyper spécialiser les bas niveaux de qualification. Je pense que ça, c'est ce qui se passe un petit peu dans nos métiers. Moins on est qualifié, plus on va rendre pointu l'intervention, ce qui est une catastrophe, parce que c'est l'inverse qu'il faut faire, bien évidemment, c'est rendre polyvalent les bas niveaux de qualification, de manière à ouvrir leur champ de compétences et à pouvoir les faire à un moment ou à un autre rentrer dans un dispositif de valorisation des acquis ou autre. Mais au-delà de ça, il y a aussi un phénomène dont il faut tenir compte, c'est la culture que nous avons, nous occidentaux ou nous français, par rapport à nos vieux. Je dirais nous français, parce que même en Italie, dans le sud, c'est plus facile. Et dans la maison de retraite, de mon expérience de ma mère, je voyais des Philippines, des Marocaines, des Africains qui avaient une douceur, une tendresse et une attention envers les personnes âgées que n'avaient pas les Françaises. Et je me souviendrai toujours, c'est une anecdote, mais c'était un homme africain qui allait partir 8 jours. Je lui disais, où partez-vous ? Il dit, je vais soigner ma grand-mère qui a des escarres au Congo parce que c'est quand même terrible, je soigne des gens ici toute la journée et là-bas, on ne sait pas ce que c'est et elle souffre. Donc il y a aussi une dimension humaine tellement forte que c'est de ça aussi dont on devrait parler et ne pas trop parler de secteur. C'est quand même très particulier. C'est très juste ce que vous dites. Et je souscris à 200%. Une autre question dans la salle ?
Oui, là, levez le bras ou on perd du temps à vous identifier. Ou levez-vous, c'est plus simple que le bras, oui, voilà. Vite un micro ou parlez fort. C'est gentil de vous déplacer, d'aller à la rencontre de l'hôtesse. Merci. On vous écoute. Oui, bonsoir. Je voulais avoir comme information s'il y avait eu un comparatif fait à partir de simulations entre la différence entre l'exo de charge AAD plus CICE ou réduction filon plus CICE et ce qui allait être mis en place en 2019. Alors, qui peut répondre à cette question? Oui? Eux là-bas, mais on a une volontaire. Et eux là-bas après, alors ils préparent. Enfin, non, oh là là, mais on se repasse le ballon là. Non, nous, ce qu'on peut dire, c'est, on confirme ce que disait le président Margaret, c'est-à-dire rien que le CICE, oui, c'est un coût pour les entreprises. C'est tout simple, c'est 6 points, enfin c'était même 7 points après impôt, transformé en 6 points avant impôt. Donc forcément, alors du coup le gouvernement, enfin c'était l'équipe de Macron pendant la campagne, Jean Pisani-Ferry, il dit effectivement au niveau du SMIC, ça serait bête que ça augmente, donc on va faire 10 points de baisse au niveau du SMIC, ça neutralise. C'est bien admettre que sur les autres niveaux de salaire, ça augmente. Si en plus, et là j'ai pas de chiffrage spécifique parce que c'est vraiment spécifique au secteur, il y a en plus le crédit d'impôt sur le travail à domicile, ben forcément, mais donc là je suppose que les chiffrages existent chez vous, mais il faut qu'on les... Et je pense, pour le coup, il ne faut pas renoncer parce que nous avons contesté cette partie du programme Macron et je me permets du coup de généraliser un peu, c'est que nous sommes très positifs sur le programme Macron, ordonnance travail, loi emploi-formation parce que c'est tout l'enjeu des compétences. L'apprentissage géré par les branches professionnelles, c'est quand même énorme, on demande ça depuis des années et ils osent le faire. Donc c'était tout le rapport à l'éducation nationale et aussi avec les régions avec lesquelles pour le coup évidemment on veut continuer à travailler. Et puis la fiscalité du capital et l'IS. Par contre, il y a un grand absent, ça va vous paraître bizarre, c'est un mot général, mais il y a un absent du programme Macron, c'est la compétitivité. C'est-à-dire les charges qui sont sur le compte d'exploitation, coût du travail et impôts de production, dont beaucoup les impôts locaux. Il connaît le sujet puisque c'était dans le pacte de responsabilité, mais il considère, en tout cas son équipe, que on l'a fait sous Hollande et là on passe un peu à autre chose, on va regarder la compétitivité hors coût. Mais la compétitivité coût, c'est encore un énorme sujet en France. Les taux de marge des boîtes françaises sont les plus faibles d'Europe. Donc voilà, nous c'est le grand manque et en plus le CICE va plutôt coûter aux entreprises. Donc nous ne voulons pas renoncer et d'ailleurs Bruno Le Maire, le Premier ministre aussi, ont repris le sujet des impôts de production. Ils ont dit pas possible en 2019, mais on va le regarder pour l'industrie, pour les salaires plus élevés. Mais c'est pas que ça. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas renoncer pour le PLF et PLFSS 2019 parce qu'il y a des cas spécifiques. Le PLF, il n'est pas écrit. Ils ne vont pas revenir sur la transformation en baisse de charge, mais peut-être qu'on peut travailler sur des aspects spécifiques. Et là, on est en lobbying commun là-dessus. C'est vrai que les quelques amendements, d'ailleurs nous avions été très bien soutenus à notre droite, merci beaucoup, sur le CICE domicile n'ont pas été retenus à l'époque, mais bien sûr on n'abandonne pas, on ne va jamais lâcher l'affaire et on va revenir avec le PLFSS, d'autant qu'on avait quand même obtenu dans le préambule du texte le fait que pour certains secteurs en très grande fragilité et sur lesquels le coût du travail était vraiment vital en termes d'avenir économique, une étude spécifique serait faite. Moi j'attire juste sur le fait que le temps est en train de se réduire très très vite, mais le PLFSS c'est septembre, donc... on lâche pas l'affaire. Une autre question dans la salle? Rapidement. La salle qu'on est en train d'éteindre, ça veut dire que le débat va bientôt se terminer. Je comprends votre signal. Non? Il n'y a plus de questions. Alors, quelques mots de conclusion de nos intervenants? Sophie, vous avez commencé cette table ronde, je voudrais que vous la concluiez. Oui, conclusion. On est sur la bonne voie. Ouais. Mais pas de chèque la en blanc. route est longue, elle grimpe. Non, et si ma conclusion, c'est que d'abord, le temps de l'entreprise n'est pas le temps de l'État. Et que ça, c'est un problème majeur. Quand on nous annonce que ça va être génial en 2030, qu'en 2019, éventuellement, on verra un commencement d'amélioration, il faut travailler sur le temps. Il n'est plus possible que le temps de l'État ne soit jamais coordonné au temps de l'entreprise. Merci. Christine? Que dire alors peut-être un petit message derrière. Nous, on a coutume de dire que la prochaine crise qui pourrait s'annoncer si on ne se saisit pas des sujets serait une crise servicielle, considérant que la crise industrielle, nous l'espérons tous, est derrière nous, puisqu'on a pris un certain nombre de mesures, même si c'est compliqué, et que ce qui se passe aujourd'hui dans vos secteurs, ce qui nous a énormément alertés, et qu'on utilise souvent comme exemple, c'est de dire, vous voyez, il y a tout un tas de sujets, on a tout un tas d'indicateurs, de signaux qui nous inquiètent, et notamment le fait que sur ce qu'on appelle des marchés de croissance tels que le vôtre, parce que c'est un marché de croissance sur lequel on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas se dire, bah, tiens, celui-là, on l'a loupé et c'est pas grave, on va tous vieillir.
Sur des marchés de croissance comme ça, on voit bien qu'il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de compétences, que le mur se rapproche et qu'on ne prend pas les actions, en espérant que ce que fait l'exécutif depuis quelques jours se traduira concrètement avec le bon niveau d'ambition. Il y a une intention qui est posée. Est-ce que l'ambition est là? On ne sait pas. Mais en tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se saisir de tous ces sujets-là et bien comprendre le modèle des services pour bien faire avancer ce pays au bénéfice de tous les autres secteurs économiques. Voilà. Tout à fait. Oui, Président. Pour conclure, bon, un bilan globalement positif, mais quand même quelques petites inquiétudes, court moyen terme, du type réforme de formation professionnelle, qui va avoir des impacts avec la disparition de certains outils, je pense à la période de professionnalisation ou autre, fusion des branches, qui est un souci, alors, ok, certes un peu particulier, mais qui va avoir des conséquences malgré tout sur le secteur. Donc moi, ça c'est un sujet dont je vais m'emparer. Dans les jours et les semaines qui viennent. Agnès Firmin-Lebaudot, avant de rentrer à l'Assemblée ce soir. Pour parler de l'assurance chômage et de ce dont on va parler, je penserai à vous ce soir, j'aurai une pensée émue. Dire que ma conclusion sur la journée, sur la politique du grand âge, bien sûr, c'est un domaine économique. On parle beaucoup d'économie, c'est pas un gros mot de dire que la politique du grand âge est aussi un domaine économique, mais aussi dire que les personnes âgées, tout à l'heure, Emmanuel Todd disait qu'il y avait les jeunes vieux et les vieux vieux. On est jeunes vieux de 60 à 75 ans et on est un vieux vieux un peu plus après. Sont aussi des acteurs. Je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais c'est vrai qu'aussi, n'oublions pas que les personnes âgées sont aussi des acteurs de la vie. Et il faut aussi penser à ce domaine-là, même si ce n'était pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Je pense que c'était aussi bien de le dire. Tout à fait. En conclusion. Oui, juste peut-être 2 chiffres pour rappeler que le secteur du grand âge, et pas le secteur de la santé au sens large, c'est près de 700 000 salariés aujourd'hui en France. C'est 1,5 fois la filière automobile. Alors on nous parle en permanence des équipementiers automobiles, la difficulté des constructeurs automobiles. Et on voit la télévision, des spots pour vendre des automobiles. Exactement, 1,5 fois la filière automobile. Tout compris, constructeurs, équipementiers. Si on pouvait juste retenir ça. Et dans les 30 ans qui viennent, si on fait une simple règle de 3, c'est 1 demi-million de salariés complémentaires qu'il nous faudra. Énorme. Cette Silver Gold Economy. Messieurs, 2 mots de conclusion. Peut-être un message d'espoir d'abord et puis un message d'alerte ensuite. L'espoir, c'est la loi Pacte. 3 mesures qu'on attend. Les seuils sociaux, réduction des seuils sociaux. Normalement, elle devrait être présentée prochainement. On attend le prochain Conseil des ministres. Donc les seuils sociaux, la suppression du forfait social sur l'intéressement qui est taxé à 20% aujourd'hui. Voilà, ça c'est des choses qu'on attend, c'est la suite. Et puis un message d'alerte quand même, ça a été dit, sur la réduction des dépenses publiques. Si jamais il y a un relèvement des taux, ça veut dire qu'un point de taux supplémentaire, c'est 15 milliards d'euros à trouver. 15 milliards d'euros, ça sera de la pression fiscale sur les entreprises. Donc il faut impérativement s'attaquer à la réduction de la dépense publique. Message reçu. Michel, c'est vous qui... Non, mais moi je crois que toute la question, c'est le rapport au réel. Et que si on arrive à être convaincant et à démontrer ce qui se passe dans la réalité des entreprises, il n'y a pas de raison que ce président ne le regarde pas. Et comme je l'ai déjà dit, il a réalisé son programme pour l'essentiel, même si les retraites sont encore à faire. Je trouve que c'est intéressant. Vous savez peut-être qu'il va y avoir bientôt une élection au MEDEF, donc forcément on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il y a plusieurs candidats. Avec ce nouveau président qui va incarner les entreprises, qu'est-ce qu'on va proposer et comment on va être dans une construction, mais pour faire quoi? Et l'agenda du président, il est encore à écrire, et ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà, donc confiance, mais pas de chèque en blanc, si je pouvais résumer. Merci à tous nos intervenants d'avoir été avec nous cet après-midi. Pour vous, on peut les applaudir. Merci beaucoup, messieurs, merci, mesdames, et à bientôt. On se retrouvera sur une autre table ronde tout à l'heure. On a 1 heure de pause avec les exposants, vous pouvez poursuivre votre petit parcours et puis jouer puisqu'il y a un voyage d'études à gagner. Rendez-vous ici si vous voulez pour la poursuite des débats dans 1 heure exactement à 16h30, ce serait bien. Je vous souhaite une bonne pause.